Je m'appelle Jean-Pierre. Après 50 ans de labeur dans une aciérie pour offrir une vie décente à mes 5 fils, ils se sont réunis dans mon salon pour m'annoncer qu'ils allaient me placer en maison de retraite. La raison ? Vendre mon appartement et se partager l'argent. Ce jour-là, j'ai compris que j'étais devenu un simple fardeau, un meuble dont on se débarrasse. Le silence qui a suivi leurs paroles était plus lourd que toutes les tonnes d'acier que j'avais pu manipuler dans ma vie. Que feriez-vous à ma place ? Écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi, qu'auriez-vous fait ? Dites-moi aussi de quelle ville vous m'écoutez, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Si vous voulez entendre d'autres récits comme celui-ci, où la dignité finit par triompher, abonnez-vous à la chaîne. Tout a commencé par un appel de Luc, mon aîné. Il parlait d'un conseil de famille, urgent. Je les ai vus arriver les uns après les autres, dans mon petit appartement de Lorraine, celui où chaque recoin transpire les souvenirs de leur enfance, les rires de leur mère, Monique, aujourd'hui disparue. Ils se sont assis sur le canapé, en face de moi, évitant mon regard. Les photos sur le mur semblaient les juger, eux, petits, sur mes genoux, les vacances modestes mais heureuses, le mariage avec Monique. Une vie de sacrifice accrochée au mur, et en face, 5 hommes devenus des étrangers. L'air était lourd, non pas de tristesse, mais d'une sorte de gêne calculée, comme des hommes d'affaires avant de conclure un marché désagréable. Je sentais le piège se refermer. Luc a pris la parole, le regard fixé sur la table basse. Sa voix était neutre, presque administrative. « Papa, nous avons tous discuté et nous avons pris une décision. C'est mieux pour tout le monde. » J'ai attendu, le cœur battant à tout rompre. Puis la sentence est tombée, nette et froide. « Tu as besoin de soins que nous ne pouvons pas te donner. Nous avons trouvé une place pour toi dans un bon EHPAD. Et pour l'appartement, il sera vendu et l'argent partagé. De toute façon, tu n'en auras plus besoin là-bas. » Chaque mot était comme un coup de marteau sur un cercueil. Mon propre cercueil. Il ne s'agissait pas de mon bien-être, mais de leur tranquillité et de l'argent. L'héritage, ils le voulaient avant même ma mort. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Une force étrange, une sorte de sidération m'a cloué sur mon fauteuil. J'ai levé les yeux et je les ai regardés, un par un. Luc, l'exécuteur, qui fuyait mes yeux. Stéphane, qui regardait ses chaussures comme si elles contenaient la réponse à l'univers. David, qui hochait la tête doucement, comme pour se convaincre lui-même du bien fondé de leur acte. Olivier et Mathieu les plus jeunes, qui semblaient simplement suivre le mouvement, le visage fermé. Je ne cherchais pas la pitié dans leurs yeux. Je cherchais un reste de l'amour que je leur avais donné. Je n'ai trouvé qu'un mélange de gêne, d'avidité, et, pire que tout, d'impatience. Ils attendaient que je signe mon abdication. Mon silence a duré une éternité. Pour eux, c'était sans doute un soulagement. Pas de scène, pas de reproche. J'ai simplement hoché la tête, lentement. Un seul mouvement pour accepter l'inacceptable. Ce n'était pas de la faiblesse, mais la reconnaissance d'une vérité terrible. Mes fils ne me voyaient plus comme leur père, mais comme un obstacle. En cet instant, j'ai senti le poids de la promesse faite à Monique sur son lit de mort. Prends soin de nos garçons. J'avais passé ma vie à l'honorer, et voilà comment ils me remerciaient. Ils n'avaient pas seulement trahi leur père, ils avaient piétiné la mémoire de leur mère. La douleur était si profonde qu'elle en devenait presque calme, une sorte de lucidité glaciale. Le combat était terminé avant même d'avoir commencé. Après leur départ, le silence dans l'appartement était assourdissant. Ce n'était plus mon silence, mais le leur. Un vide qu'ils avaient laissé derrière eux, comme une carcasse. Je suis né dans un petit village des Ardennes, un endroit où tout le monde se connaissait, et où la parole donnée valait plus qu'un contrat. Mon père était bûcheron, il m'a appris que le travail, même le plus dur, anoblit un homme. À 18 ans, il n'y avait plus de travail là-bas, alors je suis parti pour la Lorraine. J'avais entendu parler des aciéries, de la promesse d'un emploi stable, d'une vie à construire. Je suis arrivé avec une seule valise en carton, et l'espoir chevillé au corps. Je ne savais pas encore que cette terre de fer et de feu allait forger ma vie entière, pour le meilleur et pour le pire. L'aciérie, c'était un monstre de métal et de bruit. La chaleur vous giflait dès que vous passiez les portes. Le vacarme des machines était constant, une symphonie infernale qui vous suivait même dans votre sommeil. J'ai commencé tout en bas de l'échelle, comme simple ouvrier. Mes mains, autrefois habituées au bois, ont appris à connaître le métal en fusion, les brûlures, les coupures. C'était un travail éreintant, dangereux. Chaque jour, on risquait sa peau. Mais il y avait une fierté, une camaraderie entre nous, les hommes de l'acier. On savait qu'on participait à quelque chose de grand, qu'on construisait le pays. Et surtout, il y avait la paye à la fin du mois.
Une paye honnête, qui me permettait de rêver à un avenir, à une famille. C'est à la fête du village, 1 an après mon arrivée, que j'ai vu Monique pour la première fois. Elle était la fille d'un contremaître, et elle avait un sourire qui pouvait éteindre tous les hauts fourneaux de la région. J'étais timide, couvert de la suie de l'usine, mais j'ai trouvé le courage de l'inviter à danser. Elle a ri, et a accepté. Ce soir-là, ma vie a basculé. Monique, c'était la douceur après la dureté de l'usine. Elle voyait au-delà de mes mains calleuses, et de mon visage fatigué. Elle voyait l'homme que j'étais, l'homme que je voulais devenir pour elle. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. C'était un mariage simple, sans faste, mais notre amour était notre plus grande richesse. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions l'un l'autre. Puis Luc est né. Tenir ce petit être dans mes bras, c'était une sensation nouvelle, un mélange de fierté immense et de peur terrifiante. Je n'étais plus seulement Jean-Pierre, l'ouvrier, j'étais un père. Cette responsabilité m'a donné une force que je ne me connaissais pas. Après Luc sont venus Stéphane, puis David, Olivier, et enfin Mathieu. 5 garçons. Notre petit appartement devenait bruyant, chaotique, mais il était rempli de vie. Chaque naissance était une bénédiction, mais aussi un engagement supplémentaire. Monique et moi, nous étions d'accord, nous ferions tout pour eux. Nous voulions qu'ils aient une meilleure vie que la nôtre, qu'ils puissent faire des études, qu'ils n'aient pas à connaître la rudesse de l'usine. Pour ça il fallait de l'argent, j'ai commencé à faire les 3-8, c'était épuisant. Je partais au travail quand ils dormaient encore, je rentrais quand ils étaient déjà couchés. Parfois, pendant des semaines, je ne voyais mes enfants qu'endormis. Le week-end, j'étais souvent trop fatigué pour jouer avec eux, mais je faisais un effort. Je me souviens des nuits où je rentrais, l'odeur du métal collée à ma peau, et j'allais dans leur chambre juste pour les regarder respirer. C'était ça, ma récompense. Le bruit de leur petite respiration régulière. Je me disais que mes sacrifices servaient à ça, à protéger leur sommeil, à leur garantir un lendemain paisible. C'était mon rôle, ma mission de père. Monique était le pilier de notre famille. Pendant que j'étais à l'usine, c'est elle qui gérait tout. Les devoirs, les repas, les maladies, les disputes entre frères. Elle était d'une patience infinie, d'une force tranquille. Elle ne se plaignait jamais. Quand je rentrais, épuisé et de mauvaise humeur, elle trouvait toujours les mots pour m'apaiser. Elle était mon port d'attache. Sans elle, je n'aurais jamais tenu le coup. Notre maison était modeste, mais grâce à elle, c'était un foyer chaleureux, un refuge contre la dureté du monde extérieur. Elle était le cœur de notre famille, et moi j'étais les bras qui travaillaient pour que ce cœur puisse continuer à battre. Nous avions un rêve, Monique et moi. Un tout petit rêve. Acheter un chalet dans les Vosges. Un petit bout de bois et de pierre où nous irions nous reposer le week-end, loin du bruit et de la fumée de l'usine. Nous mettions de l'argent de côté, franc par franc. Mais quand David est né, notre 3e, l'appartement est devenu trop petit. Nous avions le choix. Continuer à économiser pour le chalet, ou utiliser cet argent pour acheter un appartement plus grand, avec une chambre pour les enfants. La décision n'a même pas été discutée. C'était une évidence. Le chalet pouvait attendre. Le bien-être de nos fils, non. Nous n'avons plus jamais reparlé du chalet. Ma devise, c'était « tout pour les garçons ». Je ne m'achetais jamais de vêtements neufs, je portais mes bleus de travail jusqu'à la corde. Je réparais moi-même notre vieille voiture, même si je n'y connaissais rien. Chaque sou économisé allait pour eux. Pour leurs études, pour le club de foot, pour les leçons de musique que Monique tenait tant à leur offrir. Je voulais qu'ils aient ce que je n'avais pas eu. Une jeunesse sans soucis, des opportunités, un horizon plus large que les grilles de l'usine. Je ne voyais pas ça comme un sacrifice, mais comme un investissement. L'investissement d'un père dans l'avenir de ses enfants. Je pensais que c'était normal, que tous les pères faisaient ça. Je me souviens de l'anniversaire des 7 ans de Stéphane. Il rêvait d'un vélo de course, un vrai, comme ceux du Tour de France qu'on regardait à la télé. C'était bien au-dessus de nos moyens. J'ai pris des gardes supplémentaires à l'usine pendant 2 mois, des nuits entières à surveiller les fours. J'étais mort de fatigue. Mais le jour de son anniversaire, quand il a vu le vélo rouge brillant dans le salon, ses yeux se sont illuminés. Ce regard, cette joie pure, ça a effacé toute ma fatigue. Il a sauté dans mes bras en criant « Merci papa ». Ce jour-là, je me suis senti l'homme le plus riche du monde. Comment ce petit garçon plein de gratitude a-t-il pu devenir l'homme qui me regardait avec froideur dans ce même salon? Je les emmenais parfois avec moi, jusqu'aux grilles de l'usine. Je leur montrais la fumée qui sortait des cheminées, je leur faisais écouter le bruit assourdissant. Je leur disais « Vous voyez, c'est là que papa travaille. C'est un travail dur. C'est pour ça que vous devez bien travailler à l'école. Pour ne pas finir ici. »
Je voulais qu'ils comprennent la valeur des choses, qu'ils sachent d'où venait l'argent qui les nourrissait et les habillait. Je pensais leur apprendre le respect du travail, le respect de l'effort. Je croyais leur donner les bonnes leçons. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être qu'au lieu du respect, je leur ai seulement appris à mépriser ce que je faisais. Ils ont grandi, bien sûr. Ils sont devenus des adolescents puis des jeunes hommes. Chacun a suivi sa voie. Des études, des métiers de bureau, loin de la crasse de l'usine. J'étais fier. Tellement fier. Même si je ne comprenais pas toujours ce qu'ils faisaient, leurs histoires de marketing, d'informatique. Pour moi, c'était un autre monde. Mais c'était le monde que j'avais voulu pour eux. Ils se sont mariés, ont eu leurs propres enfants. Je suis devenu grand-père. Au début, la maison était encore pleine de vie le dimanche. Mais petit à petit, les visites se sont espacées. Les excuses sont devenues plus nombreuses. On est fatigué, papa. On a beaucoup de travail. Les enfants ont des activités. Le silence a commencé à s'installer. Puis Monique est tombée malade. Un cancer, fulgurant. En quelques mois, la lumière de ma vie s'est éteinte. Ce fut la période la plus sombre. L'usine, les soucis financiers, tout ça n'était rien à côté de la douleur de la voir souffrir, de la voir s'affaiblir jour après jour. J'ai pris un congé sans solde pour m'occuper d'elle. Je lui faisais sa toilette. Je lui préparais ses repas. Je lui tenais la main pendant des heures, en silence. Les garçons venaient la voir, bien sûr. Mais c'était des visites courtes, gênées. Ils ne savaient pas quoi faire, quoi dire. J'avais l'impression de porter ce fardeau seul, comme j'avais porté celui du travail toute ma vie. Ces derniers jours, à l'hôpital, elle était faible, mais lucide. Elle m'a regardé avec ses grands yeux fatigués, ceux qui m'avaient fait tomber amoureux 40 ans plus tôt. Elle a pris ma main, une main usée par le travail, et l'a serrée avec la force qui lui restait. Sa voix n'était qu'un murmure. Elle m'a fait promettre. Jean-Pierre, prends soin de nos garçons. Ne les laisse pas se perdre. Fais-moi cette promesse. J'ai hoché la tête, la gorge nouée, incapable de parler. J'ai promis. J'aurais tout promis pour apaiser sa peur. Je ne savais pas que cette promesse deviendrait la plus lourde charge de ma vie. Après sa mort, l'appartement est devenu un mausolée. Chaque objet, chaque meuble, me rappelait son absence. Le silence était encore plus lourd qu'avant. J'ai essayé de tenir ma promesse. J'appelais les garçons, je les invitais à déjeuner le dimanche, je voulais maintenir ce lien familial qu'elle avait tissé toute sa vie. Mais c'était comme essayer de retenir de l'eau avec les mains. Ils venaient mais leur cœur n'y était plus. Ils parlaient entre eux, de leur maison, de leur crédit, de leurs vacances. Et moi j'étais assis à ma place, au bout de la table, comme un étranger, un fantôme dans ma propre maison. Ils ne se sont pas perdus, comme le craignait Monique, non, c'est moi qu'ils ont perdu en chemin. Ou peut-être qu'ils m'ont simplement jeté par-dessus bord, comme un poids inutile qui ralentissait leur navire. En repensant à tout ça, à ces 50 années de labeur, à ces milliers de nuits sans sommeil, à ce rêve de chalet sacrifié, à cette promesse faite à une mourante, une seule question me brûle les lèvres. Comment ces enfants que j'ai portés dans mes bras, que j'ai aimés plus que ma propre vie, ont-ils pu en arriver là? Comment l'amour que je leur ai donné, a-t-il pu se transformer en cette indifférence glaciale, en cette cupidité calculatrice? Je regarde mes mains aujourd'hui. Elles sont déformées par l'arthrose, marquées par des cicatrices que même le temps n'a pas pu effacer. Ce sont les mains qui ont construit leur confort, leur avenir. Et ce sont ces mêmes mains qu'ils ont refusé de voir, qu'ils ont écartées pour signer mon arrêt de mort sociale. Ils n'ont pas seulement vendu un appartement. Ils ont vendu les souvenirs, les sacrifices, l'histoire de leur propre famille. Ils ont mis un prix sur l'amour de leur père. Et en y repensant, je réalise qu'ils n'ont pas attendu ce jour pour me trahir. La trahison était là depuis des années, silencieuse, rampante, dans chaque visite annulée, chaque appel oublié, chaque regard détourné. Ce conseil de famille n'était que le coup de grâce. La trahison, voyez-vous, elle ne frappe pas comme la foudre. Elle s'infiltre, lentement, comme l'humidité dans un mur. Après la mort de Monique, les premiers mois, ils ont fait des efforts. Les 5. Les déjeuners du dimanche continuaient, par habitude. Mais quelque chose avait changé. Le cœur n'y était plus. Avant, c'était un brouhaha joyeux, les enfants qui couraient partout, Monique qui s'affairait en cuisine. Après, c'est devenu un rendez-vous formel, presque une corvée. Ils arrivaient en retard, ils repartaient plus tôt. Leur conversation tournait autour de leurs problèmes, de leurs projets. Moi j'étais là, au bout de la table, mais j'avais l'impression d'être déjà une photo sur le mur. Le silence de Monique avait été remplacé par une gêne palpable. Puis les belles filles ont commencé à peser dans la balance. Je ne leur jette pas la pierre, pas entièrement. Elles avaient leur propre famille à gérer, leurs propres soucis.
Mais elle ne voyait pas cet appartement avec les mêmes yeux que moi. Pour moi, c'était le sanctuaire de notre famille. Pour elle, c'était des mètres carrés, un bien immobilier dans un quartier qui prenait de la valeur. Je les entendais parfois, des bribes de conversation qui flottaient jusqu'à la cuisine. Luc, il faudrait penser à moderniser un peu ici. Stéphane, tu te rends compte du potentiel? Ce n'était jamais dit méchamment, non. C'était dit avec une sorte de pragmatisme froid, comme si ma vie ici n'était qu'une étape temporaire avant la leur. Le premier vrai coup de canif, ce fut l'arrêt des déjeuners du dimanche. Luc m'a appelé, sa voix un peu embarrassée. Papa, tu comprends, avec les activités des enfants, le sport, les devoirs. C'est compliqué de se libérer tous les dimanches. On viendra de temps en temps, promis. Les autres ont suivi, comme un seul homme. Chacun avec sa bonne excuse. J'ai dit que je comprenais, bien sûr. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Mais ce jour-là, j'ai mangé seul pour la première fois un dimanche, face à la chaise vide de Monique et aux 5 autres chaises vides de mes fils. Le rôti que j'avais préparé avait un goût de cendre. La promesse de venir de temps en temps s'est vite transformée en jamais. Ensuite, ce furent les petits-enfants. Au début, après la mort de Monique, ils étaient mon rayon de soleil. Leur rire dans l'appartement chassait les fantômes. Ils venaient, ils jouaient avec mes vieux outils, je leur racontais des histoires de l'usine. Mais petit à petit, les visites se sont raréfiées. Les excuses étaient toujours les mêmes. Ils sont fatigués. Ils ont attrapé un rhume. Mamie Sophie a prévu une sortie. Je savais que ce n'était pas vrai. Je sentais que leur mère préférait les emmener ailleurs. Dans des endroits plus modernes, plus propres, loin de l'odeur de renfermé d'un vieil homme seul. Loin de la tristesse qui, je suppose, devait transpirer des murs. Un jour, j'ai surpris une conversation entre David et sa femme, Hélène. Il ne m'avait pas vu dans l'embrasure de la porte. Hélène disait, d'une voix basse et agacée, « Mais pourquoi tu insistes pour qu'on vienne? Il n'y a rien à faire ici pour les enfants. Et puis, franchement, cet endroit me déprime. » David a marmonné quelque chose, une défense molle. Mais le mal était fait. J'étais devenu une corvée, une visite déprimante. Je ne leur apportais plus de la joie, mais un sentiment d'obligation. Ce jour-là, j'ai compris que je ne verrais plus beaucoup mes petits-enfants. J'ai regardé leurs dessins, punaisés sur le frigo. C'étaient les vestiges d'un amour qu'on m'enlevait. Mes anniversaires sont devenus le baromètre de mon abandon. Pour mes 76 ans, un an après la mort de Monique, ils étaient tous là. Un peu forcés peut-être, mais ils étaient là. Ils avaient amené un gâteau, des cadeaux. On avait fait semblant, le temps d'une soirée, que la famille existait encore. L'année d'après, seuls 3 sont venus. Les 2 autres avaient un empêchement de dernière minute. L'année suivante, seul Luc est passé, en coup de vent, avec une boîte de chocolat de supermarché. Il est resté 20 minutes, le temps de boire un café, en regardant sa montre. Il parlait de son travail, de ses soucis de voiture. Il ne m'a même pas demandé comment j'allais. Pour mes 78 ans, personne n'est venu. J'ai attendu toute la journée. J'avais mis une belle chemise, j'avais acheté une tarte aux pommes, ma préférée. Le téléphone a sonné 5 fois. 5 appels courts, expéditifs. Joyeux anniversaire papa. La voix de Stéphane était pressée. Celle de Mathieu, lointaine, comme s'il m'appelait du bout du monde. Olivier a même oublié de me le souhaiter. Il a parlé de la pluie et du beau temps avant de raccrocher. Le soir, j'ai mangé une part de tarte seule, dans le silence de mon salon. Les bougies que j'avais achetées sont restées dans leur boîte. C'est à ce moment-là que j'ai compris le mot « solitude ». Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence d'attente. Je suis devenu invisible dans ma propre maison. Les rares fois où l'un d'eux passait, c'était toujours pour une raison pratique. Récupérer un vieux meuble, me demander de signer un papier, emprunter une échelle. Ils entraient, faisaient ce qu'ils avaient à faire, et repartaient. Ils ne s'asseyaient plus. Ils ne prenaient plus le temps. Je me souviens de Mathieu, le plus jeune, venu chercher une perceuse. Il est resté dans le couloir, son téléphone portable, collé à l'oreille, en pleine conversation d'affaires. Il m'a fait un signe de la main, a pris la perceuse sur l'étagère, et est reparti en me lançant un « Merci papa » par-dessus son épaule. Je n'étais plus son père, j'étais le gardien de ses outils. Les humiliations étaient petites, quotidiennes, presque banales. Un jour, j'ai téléphoné à David pour prendre des nouvelles. C'est sa femme qui a répondu. J'ai entendu ma voix, un peu tremblante, demander à parler à mon fils. Et je l'ai entendu dire, en posant sa main sur le combiné mais pas assez pour que je n'entende pas. C'est encore ton père. Dis-lui que tu es occupé. J'ai entendu David soupirer au loin. Puis il a pris le téléphone, sa voix faussement enjouée.
Salut papa. Désolé, je suis en plein milieu d'un truc important. Je te rappelle. Il n'a jamais rappelé. J'ai raccroché doucement. Je n'ai pas ressenti de la colère, mais une immense lassitude. Le genre de fatigue qui vous donne envie de vous allonger, et de ne plus jamais vous relever. Les discussions sur l'appartement sont devenues plus fréquentes. Il n'en parlait plus à voix basse. Il le faisait devant moi, comme si je n'étais pas là, ou comme si je n'avais pas mon mot à dire. L'agent immobilier a dit qu'on pourrait en tirer un bon prix, disait Luc. Il faudrait juste faire quelques travaux pour rafraîchir, ajoutait Stéphane. Il parlait de ma maison, de mes murs, de mes souvenirs, comme d'une simple marchandise. Ils calculaient, ils évaluaient. J'étais assis dans mon fauteuil, le même fauteuil où Monique et moi avions regardé nos enfants grandir, et j'écoutais mes fils planifier le démantèlement de ma vie. Ils ne me voyaient plus, j'étais déjà parti. Le pire, c'était leur façon de justifier leur propre négligence. Ils se sont mis à parler de ma santé, alors que je n'avais jamais été aussi solide pour mon âge. « Papa, tu oublies des choses parfois », me disait Olivier, alors que c'était lui qui oubliait mon anniversaire. « Tu as failli tomber l'autre jour », inventait Mathieu. Il se construisait une histoire, un récit dans lequel j'étais un vieil homme fragile, sénile, incapable de vivre seul. Ce n'était pas pour moi qu'ils s'inquiétaient. C'était pour eux. Ils préparaient le terrain. Ils se donnaient les arguments pour justifier l'injustifiable. Ils se lavaient les mains de leur abandon avant même de l'avoir commis. Je les voyais se transformer. L'amour filial avait laissé la place à un calcul froid. La chaleur de leur visite d'antan était remplacée par l'efficacité glaciale d'un gestionnaire de patrimoine. Ils n'étaient plus mes garçons, les enfants que j'avais consolés après une chute de vélo, que j'avais portés sur mes épaules. Ils étaient devenus un comité de direction, un syndic de copropriété, dont le seul point à l'ordre du jour était de se débarrasser du vieux locataire encombrant. Le lien du sang, je le sentais se dissoudre, remplacé par des chiffres sur un relevé bancaire. Ils ne voulaient plus de l'amour de leur père, ils voulaient l'héritage de leur père. Je me souviens d'une après-midi, quelques semaines avant le fameux conseil de famille. J'étais assis près de la fenêtre, regardant la pluie tomber. J'ai repensé à toute ma vie, à l'usine, à Monique, au sacrifice. J'ai toujours cru que construire une famille c'était comme construire un mur solide, pierre par pierre. Chaque sacrifice, chaque heure de travail, chaque geste d'amour était une pierre ajoutée à l'édifice. Je pensais avoir bâti une forteresse. Et je réalisais ce jour-là que je n'avais construit qu'un château de sable, et que mes propres fils étaient la marée qui montait pour tout emporter. Cette prise de conscience a été terrible. Ce n'était pas un choc violent, mais une lente et douloureuse compréhension. L'abandon n'a pas commencé le jour où ils me l'ont annoncé. Il avait commencé bien avant, dans chaque appel manqué, chaque visite annulée, chaque regard détourné. Ils m'avaient déjà placé dans une maison de retraite dans leur tête, bien avant de trouver l'établissement. Ils m'avaient déjà effacé de leur vie. La réunion dans mon salon n'était qu'une formalité administrative, la signature officielle d'un acte de décès émotionnel qui avait été rédigé depuis des années. La promesse faite à Monique me revenait sans cesse. Prends soin de nos garçons. Ne les laisse pas se perdre. Je regardais sa photo sur la commode, son sourire si doux. J'avais échoué. Ou peut-être que je m'étais trompé sur le sens de sa demande. Peut-être que prendre soin d'eux ne signifiait pas me laisser détruire par eux. Peut-être que la plus grande preuve d'amour que je pouvais encore leur donner était de leur montrer la conséquence de leurs actes. Je ne savais pas encore comment, mais je sentais qu'un combat silencieux allait commencer, un combat pour ma dignité. Un dimanche soir, le téléphone a sonné. C'était Luc. Sa voix était inhabituellement solennelle. « Papa, il faut qu'on te parle, tous ensemble. On peut passer la semaine prochaine ? C'est important. C'est un conseil de famille. » J'ai senti un froid glacial m'envahir. Le mot « conseil de famille » sonnait comme « tribunal ». Je savais. Je savais ce qui allait arriver. Toutes les petites lâchetés, toutes les humiliations silencieuses des dernières années allaient converger vers ce moment. Ils n'allaient pas venir pour me voir. Ils allaient venir pour m'exécuter. J'ai simplement répondu « Oui, bien sûr. Venez quand vous voulez ». La semaine qui a précédé leur visite a été la plus longue de ma vie. Je n'ai pas dormi. Je déambulais dans l'appartement, touchant les meubles, regardant les photos. Chaque objet me criait leur trahison à venir. J'ai repensé à l'odeur du métal chaud à l'usine, à la fatigue qui me brisait les os. Et je me suis dit que rien, absolument rien de tout ça n'avait été aussi lourd à porter que l'attente de ce verdict. J'avais affronté le feu des hauts fourneaux, mais j'avais peur du froid dans les yeux de mes propres enfants. Le jour J, je me suis assis dans mon fauteuil bien avant leur arrivée. J'étais prêt. Pas résigné, non. Prêt. J'ai regardé la porte d'entrée.
Cette porte qu'ils avaient franchie des milliers de fois, en courant, en riant, en pleurant. Cette porte qu'ils allaient franchir aujourd'hui comme des fossoyeurs. Le long chemin de mon abandon arrivait à sa destination finale. Ils allaient me dire que j'étais un fardeau. Mais au fond de moi, une petite flamme s'est rallumée, la flamme de l'ouvrier qui n'a jamais baissé les bras. Ils pensaient avoir affaire à un vieil homme fini. Ils allaient découvrir qu'il restait encore un peu d'acier en moi. Mes fils me voyaient comme un homme simple, une relique du passé, un ancien ouvrier, bon pour le musée du travail, dont l'unique capital était les 4 murs de son appartement. Ils se sont trompés. Ils ont regardé mes mains usées, mon bleu de travail reprisé, et ils ont cru tout savoir de moi. Ils n'ont jamais imaginé que la plus grande richesse que j'avais accumulée n'était pas dans la brique, mais dans un secret gardé pendant près de 50 ans. Un secret né du feu, de la sueur et de la parole d'un homme. Un secret qui allait bientôt redéfinir le mot « héritage ». Tout a commencé au milieu des années 70. L'aciérie traversait une crise terrible. La concurrence étrangère était féroce. Un contrat majeur, vital pour notre survie, était sur le point de nous échapper. La rumeur d'un plan social courait dans les ateliers. La peur se lisait sur tous les visages. Des centaines de familles, dont la mienne, risquaient de tout perdre. Je me souviens de l'ambiance pesante, du silence des hommes à la cantine. On sentait que notre monde, celui de l'acier lorrain, était au bord du gouffre. C'était une époque où perdre son travail, c'était perdre sa dignité. Je n'ai jamais été un ingénieur, je n'ai pas fait de grandes études, mais j'avais le métal dans le sang, je le sentais, je le comprenais. Le soir, après mes quarts de travail épuisants, au lieu de m'effondrer devant la télé, je descendais dans ma petite cave. Je prenais des chutes de métal, des échantillons, et je faisais des essais. Monique me disait que j'allais me rendre malade, mais je sentais que j'étais sur une piste. J'ai fini par trouver un alliage, une recette un peu folle, en mélangeant des composants que personne n'aurait osé associer. C'était plus léger, mais incroyablement plus résistant. Une intuition d'ouvrier, pas une formule de scientifique. J'ai présenté mon idée à mon contremaître, qui m'a ri au nez, mais j'ai insisté. J'ai fini par obtenir un rendez-vous avec le directeur de l'usine, Monsieur Dubois. Un grand homme, droit, respecté de tous. Il m'a écouté avec attention sans me prendre de haut. Il a accepté de faire un test, un vrai, sur une petite coulée. Le jour de l'essai, la tension était palpable. Quand les résultats sont tombés, personne n'y croyait. Mon alliage dépassait toutes les espérances. Le contrat a été sauvé. L'usine a été sauvée. Des centaines d'emplois ont été sauvés. Je suis retourné à mon poste, discrètement, mais quelque chose avait changé. Quelques semaines plus tard, Monsieur Dubois m'a convoqué dans son bureau. Il n'y avait personne d'autre. Il m'a serré la main et m'a dit « Jean-Pierre, une prime ne serait pas à la hauteur de ce que vous avez fait pour nous. Cela créerait des jalousies, et l'argent s'envolerait. Je veux faire quelque chose de durable pour vous et votre famille. » Il m'a parlé d'une petite entreprise, qu'il cofondait, pour développer et commercialiser cette nouvelle technologie. Une PME, comme on disait. Il voulait m'offrir des parts, une petite participation à vie dans cette nouvelle aventure. Ce fut un accord d'homme à homme. Pas de notaire, pas d'avocat. Juste une poignée de main et un document signé sur un coin de son bureau. Il m'a dit, « Ceci reste entre nous, Jean-Pierre. C'est la parole d'un homme. Considérez ça comme un placement pour vos vieux jours, et pour vos enfants après vous. » Il m'a fait promettre de ne pas en parler. Il ne voulait pas que cela perturbe l'équilibre de l'usine, ni que cela me monte à la tête. J'ai donné ma parole. Pour un homme de ma génération, une promesse valait plus que n'importe quel contrat. Au début, ces parts ne valaient presque rien. C'était un pari sur l'avenir, un bout de papier dans une enveloppe, que j'ai caché au fond d'un vieux coffre en fer, derrière les outils de la cave. Pour moi, c'était surtout un symbole, la reconnaissance de mon travail par un homme que je respectais. Je n'ai même pas osé en parler à Monique tout de suite. J'étais un ouvrier, pas un homme d'affaires. L'idée de posséder une partie d'une entreprise me semblait irréelle, presque déplacée. Ma vie, c'était l'usine, le bruit, la sueur, pas les chiffres et les bilans. J'ai tenu ma promesse. Pendant des années, personne n'a rien su. Quand mes garçons ont grandi, l'idée de leur révéler le secret m'a traversé l'esprit. Mais j'ai vu le monde changer autour de moi. J'ai vu l'appât du gain facile, le désir d'avoir tout de suite, sans effort. J'ai eu peur. J'ai eu peur que cet argent qu'ils n'avaient pas gagné ne leur coupe les ailes. Je voulais qu'ils apprennent la valeur du travail. Qu'ils construisent leur vie par eux-mêmes. Comme je l'avais fait. Je voulais qu'ils aient la fierté de dire, ce que j'ai, je l'ai mérité. Alors j'ai décidé que ce secret serait mon ultime cadeau. Une surprise. Un héritage qui tomberait du ciel après ma mort. Je les imaginais, réunis chez le notaire,
découvrant cette fortune inattendue. Je les voyais surpris, émus, peut-être même reconnaissants. Je pensais que ce serait une belle façon de continuer à prendre soin d'eux, même après mon départ. Quelle ironie! Je voulais leur offrir un avenir radieux, et ils n'ont même pas su attendre que je ferme les yeux pour se disputer les miettes de mon présent. Chaque année je recevais une lettre discrète. Un simple bilan de la société. Au début je ne comprenais pas grand-chose aux termes techniques. Mais je voyais les chiffres augmenter. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. La petite PME, fondée sur mon intuition d'ouvrier, était devenue une entreprise florissante, un leader dans son domaine. Elle n'était pas cotée en bourse, elle restait discrète, mais sa valeur grimpait en flèche. Je regardais ces chiffres sans vraiment réaliser, comme si cela concernait quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, cet accord verbal, ce bout de papier jauni que je conserve précieusement, est estimé à une somme que mes fils ne peuvent même pas imaginer dans leurs rêves les plus fous. Pendant qu'ils se querellent pour vendre mon appartement et en tirer, peut-être, quelques centaines de milliers d'euros à se partager, ma participation secrète vaut, selon le dernier rapport, plusieurs millions d'euros. Une fortune silencieuse, bâtie sur le respect et le travail, à des années-lumière de leur cupidité mesquine et impatiente. Ils m'ont regardé, assis dans mon fauteuil, et ils ont vu un vieil homme usé, dépassé, un meuble à déplacer. Ils ont vu mes mains déformées par l'arthrose, et n'y ont vu que la preuve de ma faiblesse, de mon incapacité. Ils n'ont jamais pensé que ces mêmes mains avaient un jour forgé leur avenir, bien au-delà de ce qu'ils pouvaient concevoir. Leur mépris était fondé sur leur ignorance. Ils m'ont jugé sans me connaître. Ils ont condamné leur propre père sans même savoir qui il était vraiment. Ma plus grande sagesse n'a pas été d'inventer un alliage. Ça, c'était un coup de chance de l'intuition. Non, ma vraie sagesse, je la découvre aujourd'hui. C'était d'avoir compris, instinctivement, la nature humaine. J'ai voulu les protéger de la corruption de l'argent facile. En gardant ce secret, je leur ai fait passer, sans le savoir, un test de caractère. Un test sur leur amour, leur respect, leur décence. Et ils ont échoué. De la manière la plus lamentable qui soit. Soudain, dans la solitude de ma chambre à l'EHPAD, le désespoir a laissé place à une étrange clarté. Je n'étais plus la victime impuissante qu'ils croyaient avoir abandonnée. J'étais le gardien d'un secret qui changeait toute la donne. Le pouvoir venait de basculer. Leur trahison, motivée par l'appât d'un petit gain immédiat, venait de leur coûter un héritage qu'ils n'avaient même pas eu la décence de mériter. La justice, parfois, est une chose silencieuse et patiente. La promesse faite à Monique sur son lit de mort m'est revenue en pleine face. Prends soin de nos garçons. Ne les laisse pas se perdre. J'ai compris que j'avais mal interprété ces paroles. Prendre soin d'eux ne signifiait pas me laisser dépouiller en silence. Cela signifiait leur donner une dernière leçon. La plus importante de toutes. Une leçon sur la vraie valeur des choses. Et cette leçon ils allaient la recevoir. Non pas par vengeance, mais par justice. Le vieil homme qu'ils avaient cru enterrer avant l'heure n'était pas mort. Il était assis sur un trésor, pas seulement financier, mais moral. Il m'avait pris mon appartement, mais il m'avait rendu ma liberté. La liberté de décider de mon propre héritage, de ma propre histoire. Le silence dans lequel je m'étais muré depuis leur visite, n'était plus un silence de douleur, mais un silence de stratégie. Le temps de la résignation était terminé. Le temps de l'action venait de commencer. J'ai passé les premières semaines à l'EHPAD comme un fantôme. Les journées étaient longues, rythmées par les repas et les soins, dans un décor impersonnel qui sentait l'antiseptique et la résignation. Je regardais les autres résidents, beaucoup d'entre eux seuls, le regard vide, attendant une visite qui ne viendrait jamais. La douleur de la trahison était une plaie vive. Mais un matin, en regardant mon reflet dans la vitre de ma petite chambre, je n'ai plus vu le vieil homme brisé, j'ai vu l'ouvrier, le survivant. La tristesse s'est muée en une détermination froide, calme. Mes fils m'avaient jugé indigne de leur vie, je les jugeais désormais indignes de mon héritage. Il ne s'agissait plus de vengeance, non. Il s'agissait de justice. Il était temps de leur donner une dernière leçon, la seule qu'ils comprendraient. Une leçon de valeur. Le lendemain, j'ai utilisé le peu d'argent que j'avais sur moi pour acheter une carte téléphonique. Je n'ai appelé aucun de mes fils. J'ai cherché dans l'annuaire le nom d'un notaire, un cabinet réputé en ville. J'ai pris rendez-vous. L'homme qui m'a reçu était jeune, en costume impeccable. Mais il m'a écouté avec un respect que je n'avais plus connu depuis longtemps. Je lui ai tout raconté, sans emphase, sans larmes. L'histoire de ma vie, la promesse de Monsieur Dubois, le coffre dans la cave, la trahison de mes enfants. J'ai posé sur son bureau le vieux document jauni. Il l'a examiné, a passé quelques appels discrets. Son visage a changé. Il m'a regardé avec un mélange de stupéfaction et d'admiration. Ce jour-là, j'ai cessé d'être une victime.
Je suis redevenu Jean-Pierre Leroy, l'homme qui tenait parole. Nous avons rédigé mon Nouveau Testament. C'était un acte simple, mais chaque mot était pesé, chaque clause était une pierre que je posais pour reconstruire ma dignité. L'appartement, l'objet de leur convoitise, le prix de mon abandon, seraient bien vendus. Mais l'argent, jusqu'au dernier centime, ne toucherait jamais leur compte en banque. J'ai donné des instructions claires et irrévocables. La totalité de la somme serait versée sous forme de dons à l'EHPAD où je réside. Avec une seule condition, inscrite noir sur blanc. Que ces fonds soient exclusivement utilisés pour améliorer le quotidien des résidents sans famille, pour financer des sorties, des activités, pour offrir un peu de chaleur à ceux que leurs propres enfants ont oubliés. Mon foyer, qu'ils voulaient détruire, servirait à en réconforter d'autres. Puis, nous sommes passés au plat de résistance. Ma fortune secrète, les millions d'euros nés de la sueur et du respect. Cet argent, je ne le leur devais pas. Il était le fruit d'une vie de labeur et d'honnêteté, des valeurs qu'ils avaient piétinées. J'ai donc décidé de créer une fondation. La Fondation Monique et Jean-Pierre Leroy. Son but serait simple, offrir des bourses d'études à des jeunes méritants issus de familles ouvrières de Lorraine, pour qu'ils puissent faire les études que je n'avais pas pu faire, pour qu'ils aient la chance que mes propres fils n'avaient pas su apprécier. L'héritage de l'ouvrier de l'acier servirait à forger l'avenir d'autres enfants, des enfants qui comprennent encore la valeur d'une main tendue. Mes fils, eux, ne recevraient rien. Pas un euro. Juste le silence de leur propre cupidité. En signant ce document, je n'ai ressenti aucune joie mauvaise, aucune jubilation, juste une paix profonde, un sentiment de devoir accompli. J'ai enfin honoré ma promesse à Monique, prends soin de nos garçons, ne les laisse pas se perdre. Je ne pouvais plus les sauver d'eux-mêmes, mais je pouvais sauver l'héritage de nos valeurs. Ils voulaient l'argent de leur père? Ils auront le souvenir de ce qu'ils ont perdu par manque de cœur. Ma vraie richesse n'a jamais été dans un compte en banque, ou dans des parts d'entreprise. Elle était dans mes mains calleuses, dans l'amour de ma femme et dans la fierté de mon travail. Ils m'ont pris mon appartement, mais ils m'ont rendu le plus précieux des biens, la liberté d'être un homme juste, jusqu'au bout. Et cette dignité-là, aucun argent ne peut l'acheter.